Chers amis, je suis en Côte d'Ivoire. Il faut m'applaudir. Parce que je suis en Côte d'Ivoire dans mon pays. Je suis né à Kanoa. Je suis pété de Guinéois, de Port-Robert. Je suis né en 1972 dans la maternité de Kanoa. Donc je suis ivoirien. Lorsqu'il y a eu la crise en Côte d'Ivoire, en 2011, avant même 2011, j'étais en France, comme tout le monde. Je me cherchais. Bon, moi, je me suis trouvé un peu. Je me suis marié, j'ai eu des enfants. Et c'est là-bas que la crise m'a trouvé. Et c'est là-bas que j'ai décidé de sortir et de lancer l'appel aux citoyens de la diaspora afin de nous dresser contre l'imposture internationale qui se faisait sur notre pays et sur notre président, le président Laurent Gbagbo. C'est là-bas que j'étais lorsque nous avons organisé de gigantesques marches, lorsque nous avons déplacé les Ivoiriens de la diaspora en France, à Paris. Au moment où, ici en Côte d'Ivoire, je vais parler du 11 avril 2011, lorsque le président a été kidnappé, il n'y avait plus personne pour crier, il n'y avait plus personne pour défendre quoi que ce soit. La lutte pour les libertés fondamentales et démocratiques s'est déportée automatiquement dans la diaspora. Et c'est de là-bas que nous avons posé les jalons de cette nouvelle lutte qui débute bien avant le 11 avril 2011. Nous avons mené des actions, nous avons posé des actes. Arrêtez ça là. Quelqu'un ne peut pas nous faire bouger là, venir parler ici. Arrêtez ça. Il n'y a pas de solidarité dans la gauche ivoirienne. Il n'y a pas de solidarité entre même les pro-Gbagbo. Il n'y a pas une véritable solidarité. Nous bafouons souvent ce que nous-mêmes nous construisons. Nous détruisons ce que nous construisons. Et ça, c'est déplorable. Certainement, cette crise n'allait pas durer plus de 3 ans. Certainement, on aurait pu renverser la vapeur, mais par faute de mésentente, par faute de désunion, nous en sommes encore là. Chers amis, le 3 août 2013, lorsque nous avons organisé notre meeting devant la Maison Blanche, où nous avons demandé au président Obama de libérer les prisonniers politiques, parce que ça m'était trop. On voulait avoir rappelé sa célèbre phrase qu'il a prononcée au Ghana, quand il disait que l'Afrique n'avait pas besoin d'hommes forts, mais que l'Afrique avait besoin d'institutions fortes. Nous lui avons posé la question où il était lorsque l'institution ivoirienne, le Conseil constitutionnel déclarait gagnant le président Laurent Gbagbo. Où était ce monsieur lorsque M. Paul Yaoundé, qui était en ce temps-là président du Conseil constitutionnel ivoirien, disait que le vainqueur des élections de novembre 2010 était Laurent Gbagbo? Où était Obama? Nous lui avons posé la question et nous lui avons dit que dans la vie, on peut se tromper. Mais le plus fort, c'est celui qui reconnaît qu'il s'est trompé et qui s'excuse et qui devient grand. Nous lui avons dit qu'il y a des prisonniers politiques en Côte d'Ivoire. Je me plais souvent de le dire et ça me fait souvent rigoler lorsque le pouvoir nous dit qu'il n'y a pas de prisonniers politiques en Côte d'Ivoire.
je tombe des nues lorsque certains dignitaires de ce pays disent qu'il n'y a pas de prisonniers politiques en Côte d'Ivoire. Eh bien, eux-mêmes, ils en donnent la réponse. Parce qu'eux-mêmes nous disent qu'effectivement, il y a des prisonniers politiques en Côte d'Ivoire. Voyez-vous, lorsque le FPI lance le boycott du recensement, et qu'en contrepartie, le pouvoir négocie avec le FPI pour leur demander de lever le mot d'ordre de boycott, et qu'en contrepartie, ils vont libérer des prisonniers. Comment on appelle ça? Avec qui il y a des prisonniers politiques. Donc le gouvernement nous informe qu'eux-mêmes, ils détiennent des prisonniers qui sont politiques. Et nous qui avons étudié la science politique, on nous dit que dans un pays où il y a des prisonniers politiques, alors celui qui est à la tête de ce pays, on l'appelle un dictateur. Donc si M. Ouattara ne veut pas qu'on l'appelle dictateur, il est important qu'il libère les prisonniers politiques. Il est important qu'il favorise le retour des exilés. Il est important qu'il fasse libérer les maisons et les biens occupés par les non-néanmoins. Lorsque nous avons fini notre meeting devant la Maison Blanche, chers amis, c'était le samedi 3 août 2013. Et si vous regardez bien, le lundi 5 août 2013, le président Afi et 13 autres personnes ont été libérées. Nous le disons parce que ce que nous avons fait devant la Maison Blanche, le meeting que nous avons tenu devant la Maison Blanche, ce jour-là, le président Obama était dans la Maison Blanche. Il a certainement entendu nos cris. Et un jour après, le 3, samedi 3, dimanche 5, au moment où on s'apprêtait pour faire nos bagages et retourner en France, le lundi, on nous dit qu'il y a 14 prisonniers qui sont libérés. Mais c'est la somme de toutes les actions que nous avons menées qui a permis la libération des 14 prisonniers. Il y en a qui ont mené des actions en Côte d'Ivoire, il y en a qui ont mené aussi des actions en Europe. Nous avons mené notre action devant la Maison Blanche, nous avons mené notre action devant l'ONU à New York, nous avons mené nos actions un peu partout dans le monde. Et c'est la somme de ces actions qui fait que 14 prisonniers sont libérés. Mais quand on finit de faire tout ça, et qu'on décide de venir en Côte d'Ivoire pour épauler, simplement épauler, apporter aussi notre pierre à l'édifice, on trouve et on écrit que ces personnes-là qui le font sont ceux qui ont vendu la lutte, sont ceux qui sont prêts. Je voudrais dire ce soir, devant toutes ces caméras, que les vrais traîtres sont ceux qui ont la facilité de les détecter. Les vrais traîtres sont ceux qui ont cette facilité de les détecter. Une lutte ne peut pas se vendre. Une lutte ne se vend jamais. Moi, je suis un pro-Bako non négociable. Et ça, je l'ai dit à qui veut l'entendre. Je l'ai dit au ministre Ahmed Bakayoko, je l'ai dit au ministre Aoussou Jalo, je l'ai dit à la représentante de l'ONUCI, je l'ai dit à toutes ces autorités, même à Konaté Sidiki, que j'ai rencontré, je lui ai dit que moi, avec Naki, je suis un pro-Bako non négociable. Et je suis dans le pays, je parle en paix et je dénoncerai ce qu'il y a dénoncé en Côte d'Ivoire. Si ça doit me falloir la prison, alors je serai très heureux et très à l'aise d'être en prison dans mon pays. Parce que j'ai fait 6 fois la prison en France. 6 fois j'ai été arrêté en France. Avant de venir, je me suis préparé. J'ai fait une semaine enfermée dans la maison, sans sortir, pour m'habituer à l'enfermement. Je suis prêt.
C'est pour cela que je dis, le lundi, je serai là. On va nous arrêter ensemble. Si tel est que le gouvernement ivoirien actuel est un gouvernement qui passe son temps à arrêter ses opposants, alors nous allons grossir les rangs des opposants qui sont arrêtés. Mais notre objectif, ce n'est pas de se faire arrêter. La nouvelle politique que nous voulons mener, notre gain, ce n'est pas la prison. Parce qu'une lutte a des étapes. Nos dénonciers, il fallait qu'on les arrête. Pour donner un sens à la lutte, il fallait que le président Laurent Gbagbo se fasse arrêter en 92. Il fallait que d'autres personnes se fassent arrêter pour qu'on puisse comprendre le sens de la lutte. Mais quand nous autres, les petits enfants, sommes maintenant sur la scène politique, l'objectif n'est pas de se faire arrêter. L'objectif, c'est de participer au changement des choses. Se faire arrêter, c'est vrai, ça tombe des galons. Mais quand tu es enfermé, tu ne peux plus mener la lutte. Il faut être dehors pour pouvoir mener cette lutte-là. Chers amis, lorsque les prisonniers sortent, nous sommes là et nous attendons. On ne nous dit rien. Il y a des choses qui se font en Côte d'Ivoire. Et pourtant, nous sommes là-bas de l'autre côté. Nous marchons tous les samedis. Et là où je suis en train de vous parler, il y a une marche à Paris. Nous marchons, nous marchons, nous marchons. Et ici, il y a des choses qui se font. Et souvent, ça ne nous plaît pas là-bas. Et le discours est contradictoire. Et on ne se comprend pas. Or, nous sommes dans une même lutte. C'est pour cela que nous décidons de venir sur le terrain. Pour voir dans le ventre de la vie. Parce qu'il n'y a pas ceux qui marchent et ceux qui font de la politique. Je ne suis pas d'accord avec ça. Il n'y a pas ceux qui vont à la presse et ceux qui restent derrière leur clavier ou ceux qui portent des costumes pour aller négocier ou pour aller parler. Je ne suis pas d'accord avec ça. Il n'y a pas une demi-mesure de faire de la politique ou une demi-mesure d'entrer en politique. Lorsqu'on a décidé de créer même une association, un mouvement, un parti politique, alors on fait de la politique. Pourquoi on veut toujours considérer comme bon, ceux-là ils vont placer les chaises, or ceux-là ils ne sont pas importants, ceux-là ils sont encore jeunes. Moi j'ai 42 ans, je ne suis plus jeune. Je connais un qui a pris les armes dans ce pays. Et je pense à 32 ans ou à 36 ans, il est devenu ministre, premier ministre de Côte d'Ivoire. Il s'appelle Soro Diop. Il est de notre génération. Et aujourd'hui, il gère les affaires du pays. Parce qu'il s'est fait simplement remarquer. Mais nous voulons nous faire remarquer démocratiquement. Nous ne voulons pas nous faire remarquer en prenant des armes. Nous voulons nous faire remarquer par le son et par la ténacité de notre plus belle voix. C'est pour cela que nous décidons de créer notre mouvement qui s'appelle le cri panafricain. Le cri panafricain. Le cri des Africains. Le cri de désespoir des Africains. Le cri d'amertume des Africains. Le cri de douleur des Africains. Mais en même temps, le cri d'espoir des Africains et le cri de renaissance de l'Afrique et des Africains. C'est ce cri-là que nous avons poussé depuis l'Occident. Et c'est ce même cri que nous apportons dans notre propre pays. Pour qu'ensemble, nous puissions crier et que la voix que nous avons poussée, le cri que nous avons poussé ensemble, puisse être entendu. Chers amis, nous avons décidé de venir en Côte d'Ivoire. Et celui qu'on a présenté tout à l'heure, Patrick Koulibaly, qui représente le cri panafricain en Côte d'Ivoire, et son bureau national, ils ont décidé que nous puissions venir en Côte d'Ivoire.
Comme je le disais tout à l'heure, il y a des choses qui se passent, on n'est pas au courant. Peut-être Sama David est au courant, mais nous n'est pas au courant. Lui aussi nous ne dit pas qu'on se voit sur Facebook. Il participe certainement à des réunions, mon frère Aboubaba aussi, mais on n'est pas au courant. Et on nous dit non, l'opposition ça va à la CEI. Il prête serment à la CEI. On n'est pas au courant. Après on nous dit non, bon ils sont rentrés mais ils vont sortir. On n'est pas au courant. Après ils nous disent non, on va voir si on peut créer un quatrième district. On n'est pas au courant. Parce que c'est la même livre qu'on met. C'est pour cela qu'on décide de venir. Pour voir clair dedans. Pour qu'on puisse aussi dire notre mot. C'est important. C'est ça la liberté d'expression. Donc le 15 septembre, nous sommes venus en Côte d'Ivoire. Ils ont décidé de choisir cette date du 15 septembre. Il y en a qui disent, mais pourquoi Abel Naki est venu pendant que Charles Blé Goudé devrait intervenir à La Haye? Son frère intervient à La Haye et lui il est en Côte d'Ivoire. Le président Bako est à La Haye et lui il est en Côte d'Ivoire. En 2011, je n'ai pas vu, avant que le président Bako soit kidnappé, je n'ai pas vu le décret qu'il avait signé pour dire Abel Naki, je vais être arrêté, mais dès que je suis arrêté, toi tu ne mettras plus les pieds en Côte d'Ivoire, il faut que tu restes là-bas pour mener la lutte. J'ai cherché ce décret, je ne l'ai pas trouvé. On dit, mais Blé Goudé parle et puis il est ici. Mais est-ce que c'est moi qui allais attraper le micro pour que Blé Goudé parle? C'est pas moi. Mais quand il parle, nous tous on écoute. Et on ne peut rien faire. Mais nous avons bien travaillé en France. Nous avons implanté des sections en France. Donc même quand nous sommes à Koussango, c'est le trou de rat. Même quand nous sommes à Koussango, en France, la mobilisation continue. Alors pourquoi on veut que nous soyons toujours en France, mais que nous ne soyons pas quelque part d'autre? Je ne suis pas d'accord avec ça. Ça ne veut pas dire que j'ai trahi quelqu'un. On dit que j'ai reçu 50 millions pour livrer Blé Goudé. Vraiment, si moi j'avais reçu les 50 millions là, c'est pas ici qu'on allait faire, j'ai pris le meeting. On allait le faire à l'hôtel d'Ivoire, dans une salle bien climatisée. Et on allait même payer des gens pour venir remplir la salle. Si j'ai reçu 50 millions, il n'y a pas de place ici. Parce que moi je vais aller chercher les gens à Rennes-Noir. Alors, je vais connaître. Je vais envoyer 10 gars et ils vont venir pour remplir ce temps. Charles Blé Goudé, pour les journalistes qui sont là, est mon frère. Nous sommes du même village. Le village s'appelle Pogrebré. Ceux qui veulent nous diviser, parce qu'ils voient le danger venir, ils ont pris l'argent, ils n'ont pas pu faire le travail pour lequel on leur a donné l'argent, et il y en a qui ne prennent pas l'argent, mais qui font plus que ce qu'ils font. Alors il faut qu'ils aient écrit pour jeter le discrédit sur les autres, ceux qui veulent faire le travail. Moi je n'ai jamais eu de pareil en France. Ceux qui sont sortis avec les mallettes d'argent, quand les pompes tombaient, ils sont allés au Ghana, au Togo et au Bénin. Je vais dire. Ceux qui ont travaillé avec Bako Laurent, qui ont occupé des hautes responsabilités, qui ont dit au président Laurent Gbagbo, on laisse tomber sur les choses armées, mais on va gagner les élections. Ceux qui l'ont plaqué et qui ont profité, qui ont pris la mallette et qui sont partis. À la première bombe qui est tombée, je pense que c'est à ceux-là qu'il faut demander. Parce qu'eux ont signé un contrat avec Bako et avec la Côte d'Ivoire. Moi, je n'ai jamais eu de fiche de paie ici à Côte d'Ivoire. Je n'ai jamais travaillé en Côte d'Ivoire. Alors, qui trahit qui?
Parce qu'on dit qu'il était chauffeur de Charles Blé Goudé. C'est eux qui lavaient la voiture et qui ouvraient pour que Charles Blé Goudé monte dans la voiture. Donc c'est eux qui avaient toutes les informations sur Charles Blé Goudé. C'est eux qui savent comment Charles Blé Goudé a été pris au Ghana. C'est eux qui savent comment ils ont loué la maison au Ghana avec son frère de l'autre côté. C'est eux-mêmes qui ont fui et une semaine après ils sont revenus. On ne sait pas par quel miracle. C'est eux qui ont dit ici, dans cette même salle, qu'ils ont créé un front qui est populaire. Mais moi, je connais des fronts. Je connais un front qui est populaire et qui appartient aux citoyens. C'est le front populaire ivoirien. Alors qu'ils aillent rendre compte à ceux avec qui ils ont pris l'argent parce qu'ils ne réussissent pas à mobiliser les Ivoiriens de Bako Lorraine Ivoirien. Ce n'est pas la peine d'écrire des choses dans le journaux. Moi, le 15, mon bien a été pris par ce monsieur. Il s'appelle Emmanuel V. C'est le président du Conseil national France. C'est lui le président de la France. C'est un entrepreneur. Il a la société à bien ici, la société en France. Que Charles Blé Goudé devait comparaître le 18 août. Donc il prend mon billet pour le 15 septembre. Parce que je me suis dit, le 18 août, là, il va y avoir l'audience. Nous allons aller à l'audience et après, tranquillement, on rentre en Côte d'Ivoire. Mais le 18 août, ça a été reporté. Est-ce que c'est de ma faute? Est-ce que c'est moi qui ai reporté? Naturellement, nous venons parce que le bien qu'on a pris, il n'est pas modifiable et il n'est pas remboursable. Donc il faut venir. Nous sommes venus. Le 15, nous avons pris l'avion. J'étais avec lui. Parfait Koulibaly a pris le soin d'informer le ministère de l'Intérieur, mais il n'y a pas eu de réponse. Et je me suis dit que moi, Ben Naki, j'ai été cité par le ministre Ahmed Bakayoko. C'était en août 2012, quand je me promenais dans mes nombreuses marches en France et que j'ai heurté la maison du président Ouattara à Mougins. On m'a dit que c'est ici qu'il habite. J'ai dit, ah, le président habite là. Et symboliquement, j'ai dit, déposons une gerbe de fleurs pour nos frères qui sont morts à l'ouest. C'est un acte citoyen que j'ai posé devant la maison du président. Ça m'a valu une épée de Damoclès sur mon dos. On m'a cité dans le journal de 20 heures par le ministre lui-même pour dire que Abel Naki est le cerveau des attaques qui ont eu lieu à Agouedo, à Bergerville et autres. Moi j'ai fouillé tous les bureaux, enfin, tous les sites internet de la justice pour savoir si effectivement il y avait un mandat d'arrêt contre moi. Je n'ai jamais vu ce mandat d'arrêt. Bon, comment faire pour savoir qu'effectivement il y a eu une épée Damoclès sur mon dos? Le seul moyen de le savoir, c'est d'aller à l'aéroport. Quand tu arrives, si on t'arrête, c'est que tu étais coupable. Si tu arrives, on ne t'arrête pas, c'est que tu n'es pas coupable. Donc j'ai dit à Emmanuel, allons-y, contre tout à compte. J'ai pris l'avion. Quand l'avion a atterri, j'ai dit à Emmanuel V, il ne faut surtout pas paniquer lorsque tu verras des policiers ou des gendarmes venir m'arrêter. Tout ce que tu dois faire, c'est de prendre tes bagages, aller dehors pour annoncer que Abel Naki a été arrêté. Ne panique pas. Mais quand je lui disais ça, moi-même, mes intestins étaient en train de tourner. Et nous sommes descendus de l'avion pendant qu'on prenait nos bagages.
Il y a un monsieur qui est venu vers nous, c'est après que j'ai su que c'était le commissaire de la DST qui est venu vers nous et qui a dit, c'est vous, monsieur Abel Naki, suivez-moi. Bon, quand il a dit ça, parce qu'effectivement, dans le hall, là où on prenait les bagages, il y avait beaucoup de bruit. Moi, je regardais les comportements, parce que je demandais, allez l'eau, allez l'eau. Et donc, quand il dit, c'est vous, monsieur Abel Naki, suivez-moi, le pipi, il restait un peu, il allait rester. Et nous sommes venus. Il a dit, je suis chargé de faciliter votre sortie. Son bureau ont eu l'astuce d'organiser, en tout cas, notre retour en Côte d'Ivoire. Il y avait une mobilisation à l'aéroport. Le nombre que vous êtes là, il y avait au moins plus de 200 personnes à l'aéroport avec des t-shirts, c'est même des t-shirts que je porte là, avec des banderoles pour accueillir leur président. Donc certainement, ils ont vu la mobilisation dehors. Est-ce qu'il fallait arrêter Abel Naki à l'intérieur? Je ne sais pas. Mais nous sommes sortis. Je suis sorti. Et j'ai fait mes premiers 100 mètres de marche sur le sol ivoirien. Je lis un livre dans lequel il est écrit que Dieu te donne en possession tout lieu que foule ton pied. Moi je sais et je suis en paix que Dieu m'a donné le sol ivoirien en possession. Parce que les premiers 100 mètres que je marche à l'aéroport est le symbole d'un pays. Donc je possède la Côte d'Ivoire. C'est pour cela que les portes me sont ouvertes. Je n'ai pas fait de deal avec quelqu'un. Je ne dis pas, je ne suis pas un drogué, je ne vends pas de drogue. Je suis Abel Naki, celui qu'ils ont connu. Je suis le même. Et je mènerai des actions ici en Côte d'Ivoire. Et vous allez entendre parler des actions que nous allons mener ensemble ici en Côte d'Ivoire. Quelle que soit la hauteur et la teneur des détracteurs qui ont honte et qui ont peur de perdre leur place sur le sol ivoirien, il faut leur dire que maintenant il y a un mouvement qu'on appelle le Christ panafricain qui a fait ses preuves en Europe, aux États-Unis et un peu partout, et maintenant en Côte d'Ivoire. Parler et qui sait le conduire. C'est pour cela que la Côte d'Ivoire appartient à Gbagbo le roi, parce qu'il a su nous parler et il a su nous conduire. Donc ceux qui pensent qu'ils ont un peuple, ils se trompent. Le peuple, la peuple. Est-ce que j'ai bien fait meeting ici? Mais vous êtes au moins 150 dans la route, 150, 100 habitants. Donc le peuple n'appartient à personne. Nous sommes sortis de l'aéroport au FPI pour saluer le FPI. Et puis il est parti directement saluer Ahmed Bakayoko. Je m'en vais vous dire que quand vous allez dans votre village, si vous avez déplacé, je pense que le bon sens voudrait que vous vous adressiez au chef du village pour vous présenter, pour dire que je suis Abel Naki, le fils. Je suis venu en Côte d'Ivoire, qu'on le veuille ou pas, le FPI n'est pas au pouvoir. Ils m'ont dit, on n'était pas au courant, il est rentré, mais on n'était pas au courant. Mais comme je ne veux pas que sur mon cadavre, des personnes disent qu'ils n'étaient pas au courant, j'ai décidé moi-même d'aller leur dire, ça de l'intérieur est responsable. S'il fait ça, ça veut dire que j'ai vendu la lutte pour moins cher. Mais celle que je mène, celle qui est pour la liberté fondamentale, celle qui est pour la liberté. Bonsoir, Monsieur le Président. Bonsoir. Que voulez-vous qu'on retienne de ce message de ce soir au meeting? Déjà, c'est de savoir, de laver un peu les esprits sur la fatwa qui a été jetée sur ma personne par le biais de certaines velléités. Donc, par rapport à ça, il était important qu'à ce premier meeting, je puisse expliquer comment je suis rentré, pourquoi
pourquoi je suis rentré et comment les choses se sont passées. C'était important de le dire. Et donc ce qu'on doit retenir, c'est que le combat pour la libération du président Laurent Gbagbo, le combat pour la libération de Charles Blé Goudé, de la première dame Simone Gbagbo et de tous les prisonniers politiques, c'est le même combat qui continue. Donc la lutte doit continuer. En fait, c'est ce qu'il faut retenir. Que ce soit en France, que ce soit en Afrique, ou que ce soit en Côte d'Ivoire, la lutte pour ces libertés-là doit continuer. Et c'est ce que je suis venu dire à mes frères. Vous avez dit tout à l'heure, soit on continue le combat ensemble, soit on s'attaque. Vous avez dit on va s'attaquer. C'est un affront? Ce n'est pas un affront. Ce n'est pas un affront. Je veux dire qu'il est important qu'ensemble nous puissions mener le combat. Maintenant, ceux qui ne veulent pas qu'ensemble on puisse mener le combat, bon, c'est ceux-là qui savent ce qu'ils ont à faire. Mais si c'est un affront, si c'est qu'on s'affronte, bon, on ne peut pas empêcher cela parce que quelqu'un vient, il t'affronte. Bon, on va faire comme Jésus, il dit, bon, si on te gifle sur la joue gauche, il faut présenter la joue droite. Est-ce qu'en politique, ça existe? Je ne sais pas. Mais ce n'est pas mon but, l'affront. Mon but, c'est qu'ensemble, nous puissions mener le combat. Dans l'union, dans l'unité. Quand je suis allé voir le président Gbagbo, c'est le mot d'ordre qu'il m'a donné. L'union dans la mobilisation. C'est le mot d'ordre. Donc il faut que nous soyons unis. Si tel est que nous luttons pour le président Gbagbo, il faut que nous soyons unis. Parce que ce que nous faisons entre nous, ça n'existe pas dans l'autre camp. Pourquoi à chaque fois c'est nous qui nous mettons dehors, nous détruisons ce que nous construisons. Et c'est ça que je condamne. Mais l'affront, non, je ne suis pas venu pour un affront. Je suis venu pour qu'ensemble nous puissions travailler. Et ceux qui pensent qu'ils veulent que je leur explique des choses, bon, mon numéro est là, ils peuvent m'appeler. Hein, et puis on peut parler. Serez-vous prêt pour un face-à-face? Comment? Serez-vous prêt pour un face-à-face? Un face-à-face avec qui? Avec les personnes. Avec les personnes? Voilà. Oh, je ne pense pas qu'un face-à-face pour dire quoi? Pour dire que Gbagbo doit être libéré. Est-ce qu'on a besoin d'un face-à-face pour dire qu'il faut que Gbagbo soit libéré? Je ne pense pas. Ce n'est pas un face-à-face. Comment on dit ça? C'est une mise ensemble des forces. Ce n'est pas un face-à-face. On met les forces ensemble. Si tel est que ceux qui écrivent luttent pour la libération de Gbagbo, et que moi aussi je lutte pour la libération de Gbagbo, le président Gbagbo, alors il faut qu'on se mette ensemble. Donc c'est ce que je demande. Je ne demande pas d'affront, comment vous avez appelé ça? D'affront, d'un face-à-face. Non, il n'y a pas de face-à-face.